Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalamu ala sayyidina wa ustadina sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, bonjour mes étudiants. Donc je me présente. C'est le docteur Kerbou Akhedin, le responsable de module immunologie à la fac de médecine de Ouargla. Donc on va essayer de voir aujourd'hui le corrigé type de l'examen donc de la 3e MD d'immunologie en immunologie. Bien sûr, le 3e MD en immuno. Donc voilà, le sujet est réparti donc, voilà, en 3 parties. Donc la première partie, comme d'habitude, c'est l'évaluation des compétences métacognitives, c'est-à-dire évaluer les compétences d'analyse chez l'étudiant, ensuite la compréhension, ensuite le raisonnement clinique, et enfin dans l'évaluation de l'intelligence collective de l'étudiant en médecine. Et la deuxième partie, bien sûr, c'est l'évaluation des connaissances. Donc vous allez choisir 4 questions sur les 8 auxquelles il faut donner des réponses courtes et directes. La troisième partie du sujet, donc, elle va évaluer la capacité de maîtrise d'apprentissage chez l'étudiant en posant 2 questions croques et bien sûr qui n'ont pas fait l'objet des questions déjà citées dans ce test, et bien sûr des réponses courtes pour voir donc l'intérêt de l'étudiant et surtout sa maîtrise d'apprentissage. Donc la première question, donc, c'est une question d'analyse. La plupart des biomédicaments dans la thérapie ciblée à base d'anticorps monoclonaux sont des IgG1 ou IgG4. Justifiez votre réponse. Donc pourquoi cette question? Parce que quand le médecin regarde l'arsenal thérapeutique dont il se dispose, il constate que les 10 premiers médicaments du marché pharmaceutique sont des biomédicaments à base d'anticorps monoclonaux. Et la plupart sont des IgG1. Il y a un seul qui est IgG4, c'est le natalizumab, qui est utilisé dans la sclérose en plaques. Mais la plupart des anticorps monoclonaux thérapeutiques sont des IgG1. Pourquoi? Tout simplement, donc voilà, c'est l'analyse ici qu'on vit chez l'étudiant. Parce que les anticorps, comme vous le savez, les anticorps sont caractérisés par une dualité structurelle, ça veut dire 2 parties sur le plan structural, la partie FAB et la partie FC. Et cette dualité structurelle détermine le fonctionnement, donc une dualité fonctionnelle, c'est-à-dire la partie FAB, c'est elle qui est responsable de la reconnaissance spécifique, c'est-à-dire thérapie ciblée, elle va reconnaître la cible spécifiquement et la neutraliser, mais on a besoin d'une partie fonctionnelle, c'est la partie FC. La partie FC, donc, elle doit activer le complément si on est dans le cancer, donc on veut éliminer cette cellule, donc en activant le complément ou bien par l'ADCC. Et seuls les IgG1 qui peuvent assurer cette fonction. Maintenant, si la cible de la biothérapie ciblée, si sa cible c'est une cytokine, par exemple TNF-alpha dans les maladies auto-inflammatoires, comme les maladies chroniques de l'intestin, inflammatoires chroniques de l'intestin, comme le Crohn, ou bien certaines maladies en rhumato, comme la SPA. Donc, une fois que l'anticorps monoclonal neutralise la cytokine, le complexe cytokine-anticorps monoclonal doit être clearé de la circulation sanguine. Et la clearance est assurée par l'activation du complément, donc c'est pour ça que la plupart sont des IgG1 kappa. Maintenant, la question 2 sur la compréhension. Vous êtes dans un service de pédiatrie et le maître de stage vous demande, chez 4 patients chez qui on a évoqué le diagnostic d'un déficit immunitaire primitif, c'est-à-dire héréditaire, et vous le demande sur la base d'un test très simple qui est la FNS, d'orienter le type de déficit immunitaire. Les résultats, voilà, de l'hémogramme, on a ici le résultat de 4 patients. Donc le médecin généralement fait appel à des examens simples et de routine qui vont permettre d'orienter le diagnostic vers un type de déficit immunitaire héréditaire. Et quand on prend l'hyperleucocytose importante, ça veut dire quoi hyperleucocytose importante dans un contexte de déficit immunitaire, c'est-à-dire dans un contexte d'infection à répétition, c'est les tissus, au niveau des tissus, il y a des infections, mais les cellules blanches qui sont appelées par ces infections, par cette inflammation, sont piégées au niveau de la circulation sanguine, n'arrivent pas à traverser l'endothélium pour arriver donc au niveau du tissu où il y a de l'infection. Donc c'est pour cela donc pourquoi il y a une anomalie de ces leucocytes, n'ont pas d'intégrine, les molécules d'adhésion, pour assurer donc la diapédèse. Donc la réponse, on oriente le diagnostic vers le type de déficit immunitaire en molécules d'adhésion. Donc c'est un déficit de phagocytose qualitatif. La thrombopénie et les microplaquettes, donc si on a donc dans un contexte de déficit immunitaire primitif un problème en nombre de plaquettes et dans la taille de ces plaquettes, et surtout chez un sujet masculin, on évoque directement le déficit immunitaire syndromique qui est le Wiskott-Aldrich.
La lymphopénie, quand on a une lymphopénie dans un contexte de déficit immunitaire primitif, ça veut dire on est dans un contexte de déficit immunitaire cellulaire, c'est-à-dire combiné. Et puisqu'elle est profonde, donc on évoque quoi? Le SCID, le déficit immunitaire combiné sévère. L'anémie homolytique dans un contexte de déficit immunitaire primitif donc, peut représenter un stigmate d'auto-immunité. Et l'auto-immunité, les signes d'auto-immunité, on les retrouve dans beaucoup de déficits immunitaires primitifs, mais essentiellement, donc, ce qu'on a vu au cours, c'est-à-dire ce qui est dessiné au troisième de médecine, c'est le DICV, donc c'est le déficit immunitaire combiné variable. Maintenant, on va aller vers la question 3 donc, de cette première partie, donc c'est la question sur le raisonnement clinique. Donc on a une plaque qui montre le profil électrophorétique, donc l'électrophorèse de 3 patients. Donc le sujet 1, donc on a l'albumine, l'alpha 1, alpha 2, bêta et les gamma qui, donc voilà, on voit une zone vraiment hétérogène, alors que chez le patient B, on a une bande homogène et chez le patient C, on n'a rien. Donc quels sont les diagnostics à évoquer chez les sujets, donc les patients B et C? Donc le B, on voit une bande homogène, et vu qu'on est dans l'électrophorèse, donc l'électrophorèse c'est quoi? C'est une séparation sous le champ électrique, c'est-à-dire une séparation de protéines, de molécules, donc en fonction de leur poids moléculaire et de leur charge électrique. Si on trouve une bande, ça veut dire que c'est la même molécule ici. Donc il y a une homogénéité de la molécule, et puisque c'est une molécule sécrétée par une cellule qui est généralement les cellules B, donc surtout donc, qui est sécrétée par les cellules B, donc un seul clone qui est en train de sécréter la même molécule, donc monoclonale. Donc puisqu'on est dans la zone gamma, ça veut dire que c'est une gammapathie quoi, monoclonale. Pour le patient C, donc on trouve rien au niveau des gamma, c'est-à-dire c'est une agammaglobulinémie. Donc agammaglobulinémie, donc si le sujet est de sexe masculin, donc on va l'orienter vers la maladie de Bruton. Et ici la gammapathie monoclonale ne veut pas dire une gammapathie monoclonale maligne ou bénigne, on ne sait pas, donc ça dépend du contexte clinique. Donc le diagnostic évoqué ici, c'est une gammapathie monoclonale, et on s'arrête ici, on ne peut pas dire que maligne ou bénigne, parce qu'on n'a pas toutes les données. Donc la suite d'exploration, donc d'abord on doit confirmer, donc pour le patient B plutôt, on doit confirmer la monoclonalité, donc par une électrophorèse concomitante des urines et du sérum en même temps. Ensuite on va essayer de le typer, c'est-à-dire en utilisant l'immunofixation ou l'immunostraction pour identifier la chaîne lourde et la chaîne légère de ce composé monoclonal. Et bien sûr, on dose les autres immunoglobulines pour voir leur retentissement sur les autres classes d'immunoglobulines et les chaînes légères libres, les free light chains. Maintenant, pour le patient C, donc puisqu'on a une agammaglobulinémie, d'abord on doit prouver que dans la circulation sanguine il n'y a pas de lymphocyte B, et ceci grâce à l'immunophénotypage lymphocytaire par la technique de cytométrie de flux. Ensuite, une fois qu'on a la preuve de la cytométrie de flux qu'il n'y a pas de lymphocyte B grâce à ces marqueurs CD19 et CD20 au niveau de la circulation sanguine, on va chercher donc la molécule défaillante ici. Généralement c'est ce sexe masculin, donc c'est la maladie de Bruton, donc la BTK, Bruton tyrosine kinase, qui va bloquer le développement du lymphocyte B, qui reste donc au niveau de la moelle osseuse. Il n'arrive pas à devenir mature et sortir de la moelle osseuse. Donc on va essayer de caractériser cette molécule défaillante par la molécule protéique par le Western blot, sinon on va directement dans le gène par la technique de séquençage. La question 3, c'est la question 4 plutôt, c'est une question sur l'intelligence collective, c'est-à-dire l'implication de l'étudiant dans son environnement et comment il va c'est-à-dire interagir avec son environnement et essayer de développer une intelligence collective, monter une équipe, donc et gérer les situations comme celle qui est posée dans la question 4 ici, donc où l'infirmier n'arrive pas à chaque fois que le médecin lui demande de donner au patient la cyclosporine A, bien prednisone et de temps en temps rapamycine ou azatioprine chez les greffés rénaux. Donc il n'arrive pas à comprendre la différence entre ces molécules. Est-ce que ils ont la même cible? Est-ce que sont interchangeables entre elles ces molécules? Donc il ne sait pas. Donc quelle est votre attitude? L'attitude, bien sûr, il faut montrer à cet infirmier que les 4 molécules ont pour but d'abord d'améliorer les résultats de la greffe par la prévention et la diminution de l'incidence du rejet aigu. Et bien sûr, pour cela, il faut cibler la réponse immune adaptative. Et vu que la réaction immune du rejet est une réaction immune adaptative, ça veut dire qu'il faut bloquer, dans l'adaptative, on doit bloquer quoi?
le chef d'orchestre de la réponse immunitaire adaptative, qui est le lymphocyte T CD4+. Et on sait que le lymphocyte CD4+, une fois stimulé par l'acide dendritique, avant de proliférer, donc avant la mitose, il passe par les différentes phases de l'interphase, c'est-à-dire G0, G1 et S. Donc on va essayer de bloquer le G0, donc le passage du G0 à G1. Ok, comment? Eh ben, on le bloque par la cyclosporine ou bien le tacrolimus, donc, qui sont des immunophilines qui vont bloquer le signal du TCR, le signal reçu par le peptide, donc par l'intermédiaire de l'acide dendritique. Et la corticothérapie, donc la deuxième molécule, la prédnisone, donc elle bloque le deuxième signal, c'est-à-dire elle bloque le signal de costimulation. On a dit que le lymphocyte TCD4, sans costimulation, sans le signal du CD28, il va devenir anergique, paralysé. C'est pour cela, donc, on a exploité ça en médecine, donc on utilise la cortico pour bloquer donc ce deuxième signal, bien sûr en bloquant le facteur de transcription NF-κB. Le troisième signal, donc le signal de G1 à S dans l'interphase, donc il est bloqué par les inhibiteurs de la mTOR. La mTOR, c'est elle qui contrôle le signal des cytokines, essentiellement la cytokine IL2, mais également les cytokines IL7, IL4 et IL15. Donc on utilise la rapamycine, mais on peut utiliser d'autres molécules pour bloquer ce troisième signal, par exemple le sérolumus ou bien les anti-IL2 récepteurs, c'est-à-dire anti-CD25. Enfin, donc, on peut bloquer le quatrième signal. C'est quoi le quatrième signal? C'est la synthèse de nouveau de quoi? Des bases purine et pyrimidine pour se préparer à la phase mitose. Donc, c'est la dernière phase de l'interphase pour aller à la mitose. Donc, en utilisant l'azatioprine ou le mucophénolate mofétyl. Donc, c'est les 4 signaux qu'on bloque chez les receveurs d'organes pour diminuer l'incidence de rejet aigu. Donc C, P, R, A. Donc, CPRA ou bien tacrolimus. Ok. TMSM, donc tacrolimus, méthylprednisone et sérolimus, mucophénolate mofétyl. Donc il faut vérifier bien sûr à la fin si l'infirmier a bien compris, et sinon donc on va essayer de mettre un schéma et l'afficher au service de l'unité de dialyse ou de greffe. Très bien. Maintenant la deuxième partie, c'est l'évaluation des connaissances. Donc l'étudiant est censé choisir 4 questions sur les 8 auxquelles il faut donner des réponses donc courte. Donc, citer 3 signes cliniques évocateurs d'un déficit immunitaire primitif. Donc, un déficit immunitaire primitif doit être évoqué devant différentes manifestations révélatrices. Donc, on a essentiellement, donc la première, c'est la plus importante, c'est les infections, surtout si ces infections sont précoces, à C1V ou à germe opportunis. Les infections bactériennes sévères comme les méningites, osteomyélites, pneumonie. Donc automatiquement on évoque un déficit humoral et bien sûr les infections à germes pyogènes. Bien sûr le deuxième signe clinique c'est la cassure de la courbe staturo-pantérale. Elle peut refléter les épisodes infectieux répétés surtout au niveau digestif. Le troisième signe c'est les manifestations cutanées essentiellement qui peuvent traduire des stigmates d'auto-immunité. Et bien sûr quatrième signe évocateur, c'est les manifestations associées, certaines manifestations typiques qui sont associées à des syndromes, à des déficits syndromiques. Okay? Et on a bien sûr bien détaillé le syndrome de Dijorge, où ce déficit immunitaire il est associé à une hypocalcémie, une dysmorphie et bien sûr une cardiopathie. La deuxième question, donc expliquer l'immunophénotypage lymphocytaire par cytométrie de flux dans le contexte des déficits immunitaires primitifs. Donc, pourquoi cette question? Pour que le médecin, l'étudiant en médecine, puisse interpréter un résultat d'immunophénotypage qu'il ordonne au laboratoire pour diagnostiquer un déficit immunitaire primitif. Donc, l'immunophénotypage par cytométrie de flux se fait par marquage des cellules par des anticorps spécifiques. Et vu qu'on est dans un contexte de déficit immunitaire primitif, donc on cible 3 lymphocytes. Donc, le lymphocyte T, on utilise les anticorps qui reconnaissent les antigènes spécifiques du lymphocyte T, à savoir le CD3, le CD4 et le CD8. Pour le lymphocyte B, on utilise des marqueurs, donc CD19 et CD20. Et pour le NK, des anticorps qui reconnaissent le CD16 et le CD56. La question 3 maintenant, donnez le nom du test immunologique utilisé pour identifier le composant monoclonal. Et bien, le composant monoclonal, pour l'identifier, on utilise l'immunofixation ou l'immunosoustraction qui va permettre bien sûr d'identifier la chaîne lourde et la chaîne légère de cette immunoglobuline monoclonale. La question 4, quel est le diagnostic retenu chez un sujet ayant un composant monoclonal mais aucun signe clinique chez ce patient? Et bien, quand on a un composant monoclonal sans aucun signe ni biologique, ni radiologique, ni clinique chez ce patient, aucun signe de malignité, donc cette gammapathie monoclonale, on l'appelle le GUS ou bien GMSI, c'est-à-dire gammapathie
de gamma-pathie monoclonale de signification indéterminée. La question 5. Quels sont les antigènes à identifier pour appareiller un couple donneur-receveur dans une transplantation d'organes? Eh ben, donc on a d'abord les antigènes du groupe sanguin, donc c'est les antigènes A et B, et non pas le rhésus. Le rhésus n'est pas impliqué dans le rejet parce qu'il n'est pas exprimé par la cellule endothéliale, donc il ne constitue pas un facteur de risque pour le rejet. Et bien sûr, on a après les antigènes AB du groupe sanguin, donc on a les antigènes HLA, donc essentiellement HLA classe 2, et surtout la molécule HLA-DR bêta 1. Pourquoi? Parce que la HLA-2, c'est elle qui stimule le lymphocyte TCD4, le chef d'orchestre. Donc c'est le HLA-DR exprimé sur la cellule dendritique du donneur qui va stimuler. Donc on veut une compatibilité en matière de DR pour que le stimulus soit moins fort et l'intensité du rejet donc soit contrôlée. La deuxième molécule, donc, c'est le HLA classe 1, essentiellement donc A et B. Donc c'est la B qui est la plus immunogène parce que c'est elle la densité qui possède la densité la plus élevée à la surface d'une cellule, donc surtout la cellule endothéliale, et bien sûr A. Donc c'est les antigènes AB du groupe sanguin, et bien sûr HLA DR bêta 1 et HLA 1B et le HLA 1A. Question 6. Donnez l'intérêt du cross-match en pré-transplantation d'organes. Eh bien, le cross-match en pré-transplantation d'organes, il faut savoir qu'il est la seule mesure thérapeutique pour prévenir un rejet hyperaigu vasculaire. Et c'est un test qui est très très simple en mettant en réaction donc, le sérum du receveur, c'est-à-dire le receveur s'il a des anticorps dans son sérum. Donc on ramène son sérum avec les cellules blanches du donneur, des leucocytes du donneur. Donc le donneur qui va donner ses cellules, son rein, bien sûr, ou son organe. Et on va vérifier dans un milieu réactionnel si il y a une réaction. Si le sérum du receveur reconnaissent les cellules du donneur et provoquent la liste des cellules, ça veut dire que la réaction, le cross-match est positif et c'est une contre-indication absolue à la greffe. La question 7 maintenant, donner les deux composants principaux d'un vaccin et leur cible dans le système immunitaire. Cette question, pourquoi? Pour que l'étudiant en médecine puisse faire la différence entre un médicament et un vaccin. Quand on parle d'un médicament, il y a la molécule active et les excipients, et ces excipients doivent être neutres chimiquement, donc n'interagissent pas avec le médicament, la molécule active, et neutre biochimiquement, c'est-à-dire n'interfère pas avec le métabolisme et la pharmacodynamie au niveau de l'hôte. Par contre, le vaccin, non. Le vaccin, on a l'antigène immunisant qui va stimuler la mémoire immunologique, stimulus donc à travers les cellules dendritiques et le HLA, donc pour provoquer une mémoire immunologique, et des adjuvants. Et l'adjuvant, par contre, c'est pas un excipient, mais c'est un produit hautement toxique qui va provoquer donc de l'inflammation en stimulant les TLR, donc c'est un signal de DAMPs, des danger, ok, des pumps et des dumps bien sûr, donc essentiellement des pumps, donc pour provoquer une bonne inflammation pour arriver à atteindre, pour que l'antigène immunisant puisse atteindre le compartiment de la mémoire immunologique, parce qu'on ne peut pas atteindre le compartiment de la mémoire immunologique sans passer par une inflammation, sans provoquer une bonne inflammation, très bonne inflammation. La dernière question, donc question 8, quelles sont les indications thérapeutiques de la transplantation du microbiote fécal, donc la transplantation de la matière fécale. Donc en 2009, la FDA, donc c'est l'organisme de référence dans l'approbation des médicaments dans les indications thérapeutiques, donc la FDA a approuvé la transplantation du microbiote fécal dans les MIC, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc nous arrivons maintenant à la dernière partie qui est l'évaluation du contrôle d'apprentissage. Donc les étudiants ont posé à peu près 43 questions. Donc je vais vous lire rapidement les 43 questions posées par les étudiants et bien sûr leurs réponses. Donc la question la plus posée concernait les déficits militaires, elle était posée 26 fois, c'était citer les différents types de déficits militaires primitifs. La deuxième question était citer les étapes de la réaction allogénique, la réaction de rejet du greffe. Et elle était suivie par la question donner les différents types de greffes selon le lien génétique entre donneur et receveur, a été posée 11 fois. Une autre question, c'est citer les déficits immunitaires primitifs liés à l'X, elle était posée 7 fois. Et bien sûr, sur les gamma-pathies monoclonales, il y avait une question citée 4 fois, c'était donner les différentes anomalies de l'électrophorèse sérique évoquant une gamma-pathie monoclonale, c'est-à-dire le pic monoclonal, l'hypogammaglobulinémie et la déformation des zones gamma et bêta. Donc, les 43 questions, je vais les lire rapidement. Donc, pour le cours immunologie de la transplantation, il y avait 13 questions.
La première, donc définir la transplantation et sa différence avec la greffe. 2. Définir la transplantation hétérotopique. 3. Définir les molécules HLA. 4. Quelle est la cytokine clé dans la réaction immune du rejet. 5. Donner donner la différence entre la réponse immune habituelle et la réponse immune allogénique. 6. Donner les différents types de greffes selon les génétiques. 7. Citer les étapes de la réaction du rejet allogénique. 8. Donner l'algorithme opérationnel pour prévenir un rejet d'organes. 9. Donner les paramètres qui déterminent l'expression clinique d'un rejet. 10. Donner les différents types de rejet. Quel type, la 11, c'est quel type de rejet est-il provoqué par la présentation allogénique directe. La question 12 était donner la triade qui définit l'AMR, donc le rejet médié par les anticorps. Et la 13, expliquer la présentation allogénique indirecte. Pour les questions sur les déficits immunitaires, donc il y avait à peu près 14 questions. Donc la première était citer les types de déficits immunitaires primitifs. Comment explorer un déficit immunitaire primitif? Quels sont les tests de deuxième ligne pour diagnostiquer un déficit immunitaire primitif? Donner la différence entre un déficit immunitaire primitif et un déficit immunitaire secondaire. Citer 2 déficits immunitaires primitifs syndromiques. À quel âge peut-on interpréter correctement le dosage d'immunoglobulines? Quels sont les examens de première ligne dans l'exploration d'un déficit immunitaire primitif? Proposer un traitement à la maladie de Dijorge, bien sûr la transplantation hétérotopique du thymus. Citer les déficits immunitaires primitifs liés à l'X. Donner des exemples de déficits immunitaires primitifs humoraux. Citer 3 types de déficits immunitaires primitifs syndromiques. Donner les différents types de déficits immunitaires primitifs en complément. Donner les germes opportunistes et leurs déficits immunitaires primitifs correspondants. Et enfin, donner les différents types de modes de transmission génétique des déficits immunitaires primitifs. Les questions sur le cours des thérapeutiques immunologiques, donc il y avait à peu près aussi 14 questions. Donc la première c'était citer 2 situations médicales où le médecin doit renforcer le système immunitaire, décrire la manipulation du système immunitaire dans la transplantation, pré- et post-transplantation bien sûr, comment peut-on renforcer le système immunitaire dans le cas d'infection, c'est-à-dire renforcement passif et actif, dans quelle situation on module le système immunitaire, c'est-à-dire surtout l'auto-immunité, l'auto-inflammation et les maladies allergiques, comment peut-on prouver l'origine allergique d'un asthme. La 6e question, quels sont les différents traitements immunologiques du cancer? 7e, quelles sont les thérapies utilisées dans le déficit immunitaire primitif en IgA et la maladie de Bruton? 8e, donc expliquer le suffixe NIB porté par le nom de certains médicaments, c'est surtout des inhibiteurs de kinase. Donc 9e, citer les différents types de thérapies immunologiques utilisées dans les maladies auto-immunes. 10e, donner des exemples de la biothérapie à base d'anticorps monoclonaux. 10e, donner le traitement biologique du psoriasis et son mode d'action. 11, quelles sont les stratégies immunes pour renforcer le système immunitaire. 12, donner les déficits immunitaires primitifs avec leur traitement correspondant. 13, expliquer la thérapie ciblée. 14, donner le traitement de la maladie de Dijorge. Les questions qui ont été posées par les étudiants sur les gammapathies monoclonales étaient 2 questions seulement. Donc, donner les différents types d'anomalies de l'électrophorèse sérique évoquant une gammapathie monoclonale. Et la 2e question était donner l'exploration immunologique d'une gammapathie monoclonale. Et bien sûr, je tiens à féliciter donc les 3 premiers étudiants, donc Aouf Shada qui a eu 20 sur 20, et Lamamra Mohamed qui a eu donc 19 sur 20, et Bouskaya Sherifa qui a eu 19. Bien sûr, les autres, Zga Lamis 18,5, Hamadi Omar 18,5, Boras Wafia 18, et Allahu Waliyu At-Tawfiq.